nous avons vu, même dans les fiefs, soi-disant, du parti au pouvoir, nous avons vu des vidéos où nous avons vu des rabatteurs, des gens avec de l'argent qu'on a attrapés par les services de police. Mais ces gens-là n'ont pas été disqualifiés. Il y a d'autres qui sont passés dès le premier tour, alors que c'est une honte. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est toujours un honneur pour moi de vous compter parmi nous dans votre émission Droit de savoir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teller TV, je suis Christian Perrin. Avec moi sur ce plateau, monsieur Chris Dongui, activiste des droits de l'homme. Il est aussi membre du mouvement Ras-le-Bol. Bonjour, monsieur Chris Dongui. Bonjour, monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci d'avoir encore accepté notre invitation. Nous allons parler de l'ambiance qui a prévalu lors du premier tour du scrutin des législatives 2022, juillet 2022. Vous avez été sur le terrain. On va comprendre donc avec vous l'ambiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout ce que vous avez dû remarquer sur le terrain. Mais avant, on va parler de votre mouvement, Ras-le-Bol. Comment se porte-t-il? Le mouvement se porte bien et en ma qualité de vice-coordonnateur et chargé de la communication du mouvement citoyen Ras-le-Bol, le mouvement se porte bien, à part les menaces que nous vivons au quotidien, mais cela ne nous empêche pas de continuer notre combat, voilà, contre les antivaleurs qui miment notre pays. Voilà. Et lorsque vous parlez des menaces, vous faites allusion à quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous? Ma personne aujourd'hui, je suis pour ce système en place, une personne à abattre, parce que j'ai constaté depuis un certain moment des mouvements suspects autour de mon bureau. Il m'a été apporté par certaines personnes qu'il y aurait un véhicule non immatriculé qui passe souvent dans les heures un peu induites pour prendre des renseignements sur ma personne. Et moi également, j'avais constaté dans le quartier dans lequel je vis à Mayonga des mouvements pas du tout normaux. Et je pense que cela a commencé dès lors de la dénonciation sur l'affaire des disparitions forcées du jeune Joël Nzungani Diambote. Et donc, c'est un peu ce que nous vivons au quotidien. Cela ne nous empêcherait pas de continuer dans cette allure, parce que nous sommes des activistes et défenseurs des droits de l'homme, étant aussi des leaders d'opinion de ce pays. Voilà. Et donc, vous avez l'impression que vos mouvements sont surveillés, c'est cela? Bien évidemment, nous sommes toujours surveillés par cette police politicienne. Voilà, il faut qu'on se le dise. Voilà. Est-ce que vous l'avez signalé au niveau des services de sécurité? Parce que généralement, quand c'est comme ça, lorsqu'on constate qu'on est menacé, il est toujours mieux de signaler, d'informer les services de sécurité, non? Ces services-là, pour certains, sont à la guise. Parce que déjà, si nous avons le cas d'Nzungani Joël, que jusqu'à aujourd'hui, les services de sécurité n'ont pas apporté des éléments sur sa disparition, alors qu'il a disparu au niveau des gens de la gendarmerie nationale. Si ce cas-là, qui est un cas flagrant, n'a pas été élucidé par ces autorités-là, je ne pense pas que le cas Ndongi va les intéresser. Au contraire, bon nombre ne veulent pas voir la tête de Ndongi. Voilà. Alors, il est porté disparu depuis quand? Depuis le 11 novembre 2021. Jusqu'à ce jour, nous sommes en juillet, aucune information sur lui, c'est ça? Aucune information. Malgré que nous sommes montés au créneau, il y a eu dans la presse écrite également, nous avons fait une conférence de presse, mais jusqu'à aujourd'hui, les autorités ne disent mot.
ni du côté de la gendarmerie. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le contexte de son arrestation d'abord? Comment il a disparu? Comment ça s'est passé? On peut le rappeler à nos téléspectateurs? Bah, il a été pris à Pointe-Noire un 6 novembre 2021 et ensuite transféré à Brazzaville. Il est transféré à Brazzaville par, entre guillemets, un certain Adidan Judas qui serait un élément de la DGST, la DGSP, la sécurité présidentielle, c'est ce que les parents nous ont apporté. Et depuis lors, le 11 novembre 2021, c'est la toute dernière fois que les parents ont vu leur fils, donc pour la dernière fois, jusqu'à nos jours. Donc, il n'avait pas été arrêté par la police? Il a été arrêté par la gendarmerie. Et donc, d'où il part de la gendarmerie de Mpaka à Pointe-Noire pour la gendarmerie de la milice, hein, la brigade de la milice. Et jusqu'au le 11, il disparaît. Et vous n'avez pas pensé à porter plainte contre X? Évidemment, évidemment. Déjà, dès lors que nous avons alerté les autorités sur ces faits-là, et si nous étions dans un pays où la justice serait réellement au service du peuple, le procureur devait se saisir de cette affaire-là. Il n'a pas besoin d'attendre que, puisque c'est un citoyen. Qu'est-ce que l'article, je pense, la Constitution nous le dit, hein, aucun citoyen ne peut être nullement arbitrairement arrêté comme ça. Et du coup, le procureur devait se saisir de cette affaire avant même que la famille ne porte plainte. Parlons donc des élections législatives 2022. Vous avez été sur le terrain, vous avez vécu l'ambiance dans laquelle se déroulaient ces élections. Les résultats sont connus aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise pour tous les Congolais. Les Congolais savaient ce qui devait arriver et ce qui devait arriver est arrivé. Alors, dites-nous comment vous avez vécu à ces élections sur le terrain, d'abord de manière générale. Ben, je dirais en tant que l'œil d'un activiste, je dis c'est horrible, c'est triste pour notre pays. Bon, pour ceux qui se sont lancés à cette aventure, je dis tout simplement, ils sont allés faire le nid de cette dictature. Il faudrait qu'on se le dise. Une dictature n'organise pas les élections pour le perdre. Et nous voyons la façon dont, moi je parle de la parentomédiocratie qui s'est installée à la tête de notre État. Parentomédiocratie, c'est encore un concept que tu crées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Évidemment, puisqu'il y a la médiocrité, on a hissé les médiocres au-dessus des institutions, des gens irréfléchis. Il faudrait qu'on se le dise. Parce que si réellement nous étions dans une nation digne de ce nom, les choses devaient bien se organiser. Parce que les élections, je dirais, c'est le verdict de la population. C'est la population qui apporte son verdict, qui élu, hein, qui vote en député. Mais au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le cas. Moi, je dis que ce sont des nominations. Malgré que ce sont des nominations, nous avons vu, même dans les fiefs, soi-disant, du parti au pouvoir, nous avons vu des vidéos où nous avons vu des rabatteurs, des gens avec de l'argent qu'on a attrapés par les services de police. Mais ces gens-là n'ont pas été disqualifiés. Il y a d'autres qui sont passés dès le premier tour. Alors c'est une honte. C'est une honte. Et pour ceux qui sont aujourd'hui responsables de cet appareil-là, mais quelque part, qui le savent, qu'ils sont en train de vendre moins cher les Congolais. Il s'agit de tous les Congolais aujourd'hui qui sont maltraités aujourd'hui au niveau international. Et donc, alors, vous avez dit qu'il y a des cas de fraude où les gens ont été attrapés avec de l'argent, qu'ils étaient en train de soudoyer les gens, c'est-à-dire l'achat des consciences, mais qu'à la fin, ils sont passés quand même députés, c'est cela? Et vous avez quelques... Évidemment. J'ai eu à publier plusieurs vidéos parce que j'ai été contacté par certains candidats également qui me relataient certaines choses. Ben, nous avons mis… Ils t'ont dit quoi, par exemple? Prenons un cas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement, ces candidats-là? Ben, c'est vrai qu'on garde les noms, mais… Candidat se plaint pour dire que bon nombre de ces délégués n'ont pas reçu
les bulletins jaunes, ben, c'est déjà triard. Alors que les bulletins jaunes, c'est ce que quand on organise les élections dans les bureaux de vote, ce qu'on appelle couramment par le procès verbal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que toi tu as vécu concrètement, c'est-à-dire les cas de fraude? Est-ce que tu peux nous les décrire? Bien évidemment, nous étions sur le terrain du fait que nous avons lancé une campagne de sensibilisation durant cette période sur les cas de fraude et de corruption. Nous connaissons aujourd'hui comment ce système fonctionne. Et donc, c'est l'achat totalement des consciences. Et d'où nous avons initié, je dirais, une observation citoyenne. Et donc, il était question de mettre quelques jeunes sur le terrain pour avoir bon nombre des informations. Et c'est ce que nous avons fait. Et quelques mois, j'ai couvert l'arrondissement 8 Madibou et nous avons vu la façon dont les choses se sont organisées. Et donc, et non seulement de part et d'autre, je recevais les images qui nous venaient de l'intérieur du pays, comme ceux de Brazzaville, pour constater ces fraudes massives. Comme je ne cesse de le dire, une dictature n'organise pas les élections, mais c'est plutôt les nominations. Et d'où nous avons vu cette réalité. Et donc, nous sommes mieux placés pour dire que cette assemblée n'aura aucune légitimité vis-à-vis du peuple parce qu'elle ne sert à rien au peuple congolais. Et donc, nous avons vu des députés qu'on a attrapé leurs membres avec des rabatteurs, avec de l'argent et des cartes, je dirais, des lecteurs. Mais comment est-ce que les cartes de lecteurs des citoyens peuvent se retrouver entre les mains des candidats? Et nous avons aussi assisté à ce qu'on appelle par juger parti, parce que dans certains présidents de bureaux de vote, hein, des chefs de centre, c'était certains chefs de quartier qui sont membres du PCT. Et dans les bureaux de vote, on a eu bel et bien des chefs de zone, des chefs de bloc, et qui sont des membres, des sympathisants carrément du PCT. Et donc déjà, toute la machine, elle est bien préparée, mise en place pour la tricherie. Et j'ai vu aussi que vous avez, je crois, pondu un rapport ensemble avec Tournons la page, c'est ça? Évidemment, puisque nous faisons partie de Tournons la plateforme. Page, de cette plateforme. Alors, je ne sais pas si tu as suivi Henri Bouka. Il a fait une déclaration demandant aux candidats qui pensent que leur vote a été volé de se rapprocher de la commission électorale au lieu de balancer les éléments sur les réseaux sociaux. Et il dit d'ailleurs plus loin, c'est pour préserver la paix chèrement acquise, comme ils ont toujours coutume de le dire. Est-ce que c'est pour dire que finalement, M. Bouka s'est tout de même rendu compte qu'il y a eu, mais vraiment un désordre? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, le problème de légitimité même de ces institutions, de cette organisation, cette CNI qui se dit une organisation soi-disant indépendante, mais qui ne l'est pas. Parce que M. Bouka est en même temps jugé parti. M. Bouka est membre du PCT. M. Bouka a des infinités avec le président Denis Sassou Nguesso. Et donc, il est à la fois juge et parti. Et quand M. Henri Bouka dit aux candidats lésés de se rapprocher de la commission, ces candidats à la veille se sont rapprochés de cette CONEL. Je pense qu'il y a une vidéo qui a circulé, puisqu'il y a un bon nombre auxquels les noms ne se sont pas retrouvés dans les bureaux de vote, où les listes, disons, les numéros ont été changés. Vous avez tel que là, avec
il y a un problème qui se passe, je pense, du côté de Moussenjo, où il y a quelqu'un qui n'a ni figuré dans la Sur la liste liste. des, des, des Sur la liste des législatives. candidats, mais qui est quand même passé député. Il est passé député. Donc, M. Henri Bouka, ne fût-ce que pour l'honnêteté intellectuelle, je dirais, même si aujourd'hui, bon nombre n'ont plus de probité morale, mais ne fût-ce que pour cette honnêteté intellectuelle, ne pouvait pas raconter ce qu'il a raconté dans les médias. Et ça vend moins cher les Congolais. Et tout le monde le sait que ces organisations ont été le fiasco, même si on dit qu'une dictature n'organise pas les élections, mais elle organise des nominations, mais c'est la plus médiocre depuis que nous sommes nés au Congo. C'est celle-là la plus médiocre. Nous avons tout vu. Il y a eu certains députés qui ont été tabassés par les membres de l'ordre public, les agents de l'ordre public. Le cas de ce jeune frère, comment est-ce qu'on appelle, Darma Foula. C'est-à-dire un candidat, vous êtes en train de nous dire un candidat à l'élection législative tabassé par les agents de la police, les agents de la sécurité, c'est ça? Évidemment, ça se passe à Mosaka. Il y a eu la fille de monsieur Tatima Diala. Bien qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais cette fille-là a été lapidée des bombes lacrymogènes de l'autre côté de Wesso. Il y a eu le cas des veaux de Kélé. Il y a eu plusieurs cas aujourd'hui. Vous avez Mouyondi qui était en ébullition, où il y a eu des hommes, des militaires qu'on envoyait en nombre là-bas. Et donc, M. Bouka qui dit que la paix est chèrement acquise, je ne pense pas. La paix, ce n'est pas un slogan. La paix, c'est un état d'esprit. Est-ce que ceux-là, aujourd'hui, qui ont pris le pays en otage, veulent réellement de la paix? Un citoyen congolais qui ne mange pas, peut-il être en paix? Un citoyen congolais qui n'a pas de travail, peut-il être en paix? Mais la paix, c'est un état d'esprit. Oui, lorsqu'on ne respecte pas aussi les résultats des urnes, là aussi, on ne peut pas parler de la paix. Mais donc, on se rend compte que Henri Bouka s'est rendu compte, il y a eu tellement trop de tricherie, c'est-à-dire l'ampleur de la tricherie a dépassé carrément les normes et demande donc à ces candidats qui se sont lésés de se rapprocher de cette CENI. Est-ce qu'on peut penser que c'est une forme de crainte où il redouterait quelque chose qui peut arriver suite, bien entendu, aux résultats qui ne reflètent pas les urnes? Je pense que ce système-là a pris la voie du non-retour. Il faudrait qu'on se le dise clair. Mais on ne peut pas publier les élections quand il y a des contentieux. Et c'est ce que nous avons décrit dans le rapport dont nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait un état de lieu de la gouvernance électorale au Congo. On ne peut pas publier, puisque le deuxième tour, le premier tour a été déjà publié. On sait qu'il y a eu, le PCT a eu 103 députés qu'on a vu. Voilà, 103. Est-ce normal? Et on se dit que les candidats lésés, que ces derniers puissent se rapprocher de cette commission électorale. Mais je pense que c'est se moquer. Non seulement on se moque du peuple congolais, parce qu'il faut reconnaître que ceux qui sont élus, je dirais mal élus, c'est la population ne va pas se retrouver en eux. L'Assemblée, est-ce que réellement aujourd'hui, cette Assemblée est réellement au service je dirais, du peuple congolais? Moi, en tant que citoyen, je dis non. Parce que alors, certaines indiscrétions nous disent que ça brûle au sein du PCT parce que finalement, évidemment, les résultats tels qu'on est en train de le dire, il y a eu tellement trop de tricheries. Le parti au pouvoir, donc le Parti congolais du travail, a été même obligé de tricher dans ses fiefs. Et finalement, c'est une déconfiture qu'on est en train d'assister dans ce parti où il y a des gens, en fait, des gens qui ne sont pas contents, des membres qui ne sont pas contents, qui voulaient être députés. Il y a une agitation et c'est ce qui probablement fait dire à M. Henri Bouka, qui demande finalement à ceux qui se sont sentis lésés de se rapprocher de sa commission au lieu de publier
les éléments de preuve des fraudes sur les réseaux sociaux? Ben, aujourd'hui, quand M. Henri Bouka utilise ces termes-là, la Constitution nous dit quoi? À l'article 25 de cette Constitution, il est juriste. Nous avons plusieurs mécanismes, des moyens de communication pour attirer l'attention à ces derniers. Et je pense dans un État sérieux, ce n'était pas seulement à ces candidats de se saisir directement. Il y aurait une commission qui devait se pencher sur ça, puisque les éléments sont là. Les noms ont été cités. Est-ce qu'il faut encore demander aux candidats d'aller… Les vidéos aussi existent, oui. Les vidéos existent. Ce sont des preuves en matière de justice quand on dit les éléments qui regroupent une infraction. L'élément la plus, c'est l'élément matériel, qui est les vidéos. C'est un élément matériel ou par lequel on pouvait déjà poursuivre ces derniers qui devaient être retirés. Alors, Chris, en tout cas, merci. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive au cours de cette émission? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette élection-là? C'est un non-événement parce qu'elle ne participe pas à l'amélioration, je dirais, des conditions de vie des populations. Parce qu'on fait les élections, c'est pour que nous ayons des hommes qui puissent être capables d'aller interpeller les gouvernants, le gouvernement sur sa façon de gérer la chose publique. C'est ça le rôle du Parlement. Mais elle a permis quand même de comprendre qu'il y a une grosse machine de tricherie. Mais évidemment, et donc je dis que ces élections n'apportent rien aux Congolais. C'est de l'argent jeté dans la gueule du loup. Et non seulement qu'un système dictatorial n'exerce pas, disons, n'organise pas les élections, mais plutôt s'impose par la force. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est de l'argent jeté dans la gueule du loup, c'est quand même 100 milliards de francs CFA qui avaient été décaissés finalement pour ces élections et avec des résultats que tout le monde sait aujourd'hui, que de la fraude à tous les niveaux. Et tout le monde commence à se poser la question à quoi ressemblera la future Assemblée nationale congolaise. En tout cas, merci, Monsieur Chris Ndongi, d'avoir été avec nous. Merci encore pour ta disponibilité. À vous aussi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir encore fait confiance. Likez, partagez. Et pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Télar TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc à très bientôt. Merci.